Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du live de la télé du Salon, consacré ce soir aux pépites de ce festival 2023. Nous allons en découvrir des extraits en musique grâce à la lectrice Frédérique Bruyas et au violoniste Lucien Alfonso. Mais d'abord, pour nous présenter le palmarès, j'ai la joie de recevoir Sylvie Vassallo, la directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Avec nous également ce soir, Émile Bravo, président de notre association et membre du jury de la Pépite d'Or. Émile, vous êtes auteur de bande dessinée. On vous doit notamment les séries Jules et Spirou ou L'espoir malgré tout, dont le dernier tome a été récompensé l'année dernière à Angoulême. Et pour nous accompagner enfin dans cette présentation, nous avons également avec nous une des jurés du jury de la catégorie fiction ado de ces Pépites d'Or, Elisa Drabel. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Alors, pour commencer, Sylvie Vassallo, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'attribution de ces prix, les pépites ? C'est une affaire un peu longue, donc je vais raccourcir peut-être le délai, mais l'équipe du Salon lit tous les titres qui paraissent, une grande partie des titres qui paraissent dans l'année. Il y en a quand même 18 000. On va en lire une certaine partie. On en sélectionne au fur et à mesure des titres qui sont mis en valeur sur notre plateforme de recommandation qui s'appelle Kibookin. Et puis, vers l'été, on commence à sélectionner des livres pour les pépites. En septembre, début septembre, on choisit 20 livres qui, pour nous, sont les meilleurs livres de l'année dans 4 catégories, donc fiction junior, fiction ado, BD et livres illustrés. En même temps, on propose à des jeunes lecteurs de devenir jurés. Donc, on a reçu 400 à 500 candidatures cette année. On en a retenu 9 par catégorie. Et puis, ces jurys de jeunes et d'enfants se réunissent sur chacun une des catégories. Et nous avons également un jury professionnel qui, lui, va lire les 20 titres et va devoir choisir, tout titre confondu, le meilleur livre qui lui paraît, la meilleure histoire qui lui paraît être parue cette année. D'accord. Alors cette année, dans la catégorie du livre illustré, notre jury d'enfants, donc le plus jeune jury, a décidé de récompenser Des papillons dans la nuit d'Olivier K, illustré par Christophe Aline. Qu'est-ce qui leur a plu dans ce livre, Sylvie Vassallo ? Alors, je crois qu'ils ont été touchés par le texte, par la poésie de ce texte. Ils ont également été touchés par la dimension interactive du livre, puisque c'est un pop-up et il y a des temps de lecture qui se déploient en même temps qu'on déploie les images. Ça fait bouger les images et ça fait bouger la perception de la lecture du texte. Alors, ils n'ont pas forcément utilisé les mêmes mots que moi pour le dire, mais en gros, c'est ce qu'ils nous ont dit pour choisir cet ouvrage. Et côté fiction junior, c'est Autoline et les vétérinaires des monstres de Yana Perry qui a été primé cette année. Donc Autoline paru chez Pocket Jeunesse. Émile Bravo, qu'est-ce que c'est cette histoire de vétérinaire des monstres ? Écoutez, c'est une histoire qui est très intéressante. En fait, c'est un vétérinaire. En fait, c'est avant tout l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Autoline, dont l'oncle est vétérinaire et il s'occupe notamment de monstres. Donc en fait, ça nous permet en fait de rentrer dans un univers en fait d'ailleurs qui s'appelle le monde à l'endroit, il me semble, qui s'appelle comme ça. Et en fait, et il y a tout un bestiaire en fait de monstrueux et c'est, je sais pas, il y a quelque chose de très anglais déjà dans cette histoire. Après, ça nous évoque beaucoup de choses. Ça rappelle, je sais pas. Enfin bon, dans cet imaginaire évidemment, quand on parle de temps de monstres, en fait, ça nous évoque surtout en fait toutes nos peurs en fait d'enfants et puis c'est surtout en fait pour essayer de les maîtriser. En fait, ça parle de ça. Et il faut pas oublier non plus il y a vraiment des passages très drôles. Voilà, et à partir et c'est aussi en fait cette histoire de porte entre deux univers et une sorte d'enfer en fait qui n'en est pas un, mais où en fait il y a un accès en fait vers notre monde. Une espèce imaginez un monde de monstres comme ça avec une porte d'accès à notre monde, mais quelque part en fait on a l'impression que ce que l'auteur veut dire, je sais pas qu'une impression, c'est que notre monde fait finalement beaucoup plus peur que le leur en fait. Donc voilà, et c'est une très jolie aventure et voilà, je comprends que les enfants aient adoré. Merci pour cette présentation. Je reviens vers vous, Sylvie Vassallo, pour nous parler de Sans panique, qui a été sacrée dans la catégorie bande dessinée, donc une bande dessinée de Coline Negron. Qu'est-ce qui a plu au jury BD ?
dans ce livre? Ce qu'en ont dit les enfants à l'annonce des prix, ils ont été très touchés par cette histoire, par l'histoire de cette petite fille qui tombe sur une planète et qui va tout à coup en rencontrer une autre, à la fois par la dimension dramatique de départ, mais aussi par la dimension d'approche de l'une à l'autre. Également par le dessin. C'est vrai qu'il y a un dessin qui est à la fois coloré, qui s'approche aussi des mangas. Donc voilà, ça fait partie des arguments qui ont été donnés. Peut-être qu'on peut dire, je ne sais pas si vous aviez prévu qu'on en parle, mais en fait, là, il y a 5 ouvrages qui sont sélectionnés. Il y en avait 20, que ça soit en BD, que ça soit en livre illustré ou que ça soit en roman. Il y a aussi d'autres livres qui leur ont plu et qu'ils ont... Il y a peut-être une autre BD dont vous vouliez nous glisser un mot du coup? Non, pas forcément là. Peut-être qu'Émile a envie d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a une autre BD qui nous a touchés également et qui a touché aussi les enfants. Et puis peut-être que tu en parleras aussi. C'est pareil du côté du roman. Voilà, il y a des livres qui, là, sont ceux qu'on met en valeur et on est très heureux et heureuse de les mettre en valeur. Et en même temps, au moment où on en parle, on se dit qu'il y avait aussi, on est en train de penser qu'il y avait aussi d'autres super belles histoires qui ont plu énormément aux enfants. Et parfois, dans le démarrage, il y avait une grande proximité de vote. Voilà. Du coup, en parlant de ce livre, il y en a un autre aussi qui m'est venu en tête. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours très frustrant. En fait, les catégories sont tellement différentes et en ce qui nous concerne, il faut qu'on choisisse cette pépite d'or. En fait, parmi ces 4 catégories qui sont incomparables. Et c'est vrai que des fois, ça s'est joué à peu. Et il y a cette frustration. On se dit, mais alors, ce livre n'a pas été élu ni par les enfants ni par nous. Et c'est quand même un petit chef-d'œuvre, voilà, et des fois on en... Vas-y, voilà. Émile, je sais pas, en BD. Moi, je trouve qu'en BD, l'incroyable Mademoiselle Bang de Yoon Park, c'est vraiment un chef-d'œuvre et très drôle et c'est frais et ça parle de tout, en fait, vraiment de toute notre société à travers un conte coréen. Mais vraiment, c'est traité de manière tellement légère et encore une fois fraîche que vraiment, ça vaut le coup de se plonger dedans. Vraiment, c'est une très belle œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que des retours qu'on a eus des jurys de jeunes et d'enfants, parce que nous, on n'y était pas, c'est que vraiment, il y a une discussion entre eux, à la fois sur l'œuvre qu'ils ont chacun le plus aimée ou la plus aimée, mais aussi celle qu'ils ont envie de recommander. Et je pense que pour Sans Panique, il y a ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y avait d'autres BD qui l'auront plu et peut-être ça aurait pu se terminer autrement. Mais il y a aussi cette idée de recommandation, c'est-à-dire ils pensent aussi aux lecteurs à venir. Et je crois qu'il y avait ça aussi dans leur choix, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Alors les débats entre les jurés de lecteurs et lectrices, on y vient avec vous, Elisa Drabel. Vous faisiez partie de la catégorie fiction ado. Donc ce qui a été récompensé, c'est Océan de Nicolas Michel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, Océan, dans le livre, on est transporté dans notre propre monde, mais entre 2052 et 2100. Et on peut découvrir les destins de 2 héroïnes, toutes 2 porteuses d'écailles, donc une nouvelle mutation qui serait apparue en 2052. Et on suit leur destin parallèlement dans le livre. Et ce qu'on a trouvé tous très intéressant, c'est ce thème de l'écologie qui est abordé. Et peut-être aussi comment on peut manipuler une population à partir d'une utopie. Et donc au sein du jury, c'était relativement unanime ou il y a quand même eu des discussions animées? Les discussions ont duré longtemps et par exemple même au premier tour des votes, on a eu une triple égalité entre Nous traversons des orages, Le chant du bois et Océan. Donc compliqué de choisir. Ok, donc c'est finalement Océan qui a remporté la pépite. Sylvie Vassallo, je crois que c'est un livre qui vous a plu aussi. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre? Ce qui m'a touchée, c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est un livre qui est très fin par rapport à la société actuelle, puisqu'il vient parler de l'écologie et aussi de tout ce qui se passe dans un monde qu'on ne connaît pas bien, qui est celui des océans. Et il vient montrer comment, à partir d'une toute petite écaille qui est censée faire muter la population, finalement, il y a tout un monde qui se construit, qui peut être un monde de manipulation. Je ne vais pas tellement en dire plus parce qu'il faut absolument lire ce livre et on ne va pas raconter ce qui s'y passe exactement, mais il y a quelque chose de très fin dans ce basculement que j'ai beaucoup aimé.
Et maintenant, la Pépite d'Or, qui a été attribuée cette année à Anne-Laure Bondou pour Nous traverserons des orages chez Gallimard Jeunesse. Émile Bravo, c'était un livre qui vous a particulièrement plu? Ah oui, comme je dis, je suis un féru d'histoire et quand on parle, j'aime beaucoup en fait transmettre aussi aux plus jeunes et je trouve qu'à travers cette œuvre, ça parle de l'histoire du XXe siècle en France et elle a à peu près traité de tout, quoi. Et à partir de l'histoire d'une famille, en fait, c'est sur plusieurs générations, 4 peut-être, mais c'est vraiment, tout est là. Et il y a aussi, ça c'est assez fort, je le trouve aussi, c'est que quand elle parle en fait des personnages, quand ça se déroule au début du XXe siècle, il y a vraiment, elle parle en fait de l'esprit des gens du début du XXe siècle. Il n'y a pas d'anachronisme pour ça. Enfin, les gens en fait ont vraiment la mentalité de cette époque et on voit en fait cette évolution de mentalité, quoi, au fur et à mesure que les années passent. Évidemment, c'est une famille qui traversait la première guerre et la seconde, et ensuite toutes les évolutions sociales, sans compter évidemment de la guerre d'Algérie. Enfin bon, voilà. Enfin, et ça, faire ça vraiment à travers. Voilà, quoi, à travers juste une famille à laquelle on s'attache, c'est assez puissant. Moi, donc voilà, c'est un très très beau travail. Elisa Drabel, vous disiez que c'est un des livres qui s'était retrouvé ex aequo à l'issue du premier tour des discussions dans votre jury à vous. Vous, c'est aussi un livre que vous avez aimé? Oui, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le message d'espoir qu'il nous donne. Parce que même s'il raconte la violence qu'a vécu la famille Balaguer, que les hommes de la famille Balaguer, j'ai beaucoup aimé toute la réflexion autour du pouvoir de consolation de la littérature et comment elle peut briser les non-dits et briser cette violence qui est si forte dans le livre. C'est ça, c'est sur la violence des hommes en fait, et ça c'est bien souligné. Et puis aussi, ça reste aussi des victimes en fait, parce que comme je disais, en fait, un homme qui part à la guerre, finalement ensuite il est foutu, quoi, en fait, psychologiquement parlant. Enfin bon, bref. Sylvie Vassallo, un mot sur cette Pépite d'Or? Un mot rapide parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En fait, on n'est pas très surpris, on n'a pas été surpris, aucun d'entre nous, de la grande clarté d'écriture d'Anne-Laure Bondou. C'est un livre d'une grande clarté, mais sans aucune facilité du point de vue de ce qu'elle raconte. Et ça fera partie des livres, en tout cas, qui, moi, vont m'habiter très longtemps, ça c'est sûr. Merci infiniment Sylvie Vassallo, Elisa Drabel et Émile Bravo. Je peux dire un dernier truc, parce qu'il y a aussi parmi en fait en littérature junior, il y a une petite perle en fait qui s'est glissée aussi, dont malheureusement on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, c'est Charbon Bleu, c'est un bijou qui était aussi un livre historique, je crois. Voilà. Et donc, voilà, quoi, je le dis parce que, encore une fois, dans cette frustration où il y a des titres qui disparaissent, voilà. Et c'est pas simplement mon point de vue, hein, c'est le point de vue aussi des autres membres du jury, en fait. Donc, on conseille aux spectateurs Les Charbons Bleus d'Anne Loyer. Illustré par Gérard Desbois, voilà, qui est également exposé au salon. Exposé ici, oui. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On va entendre des extraits des pépites de cette année en musique. Mais d'abord, on se retrouve en cuisine avec l'écrivain Philippe Nessman qui va nous donner sa recette pour un bon livre jeunesse. Mes ingrédients pour écrire un livre sont ma carte de bibliothèque, une bonne recette et des compagnons pour m'aider à faire le livre. Le premier ingrédient est donc la carte de bibliothèque, car j'ai écrit une soixantaine de livres, et tous, ou quasiment tous, parlent de faits réels, d'événements réels, de personnages réels. Donc la première chose que je fais, lorsque je commence à réfléchir à un livre, c'est aller à la recherche d'informations. Pour avoir des informations vraiment fiables, je me tourne vers les livres, en bibliothèque ou en librairie, et donc mon allié, c'est ma carte de bibliothèque. Et pour moi, les informations, c'est un peu comme le bloc de marbre d'un sculpteur. Comme j'écris des livres sur du réel, j'ai besoin d'aller à la recherche du réel avant de travailler. Et après, une fois que j'ai mon bloc de marbre, je peux en faire ce que je veux. Et deux auteurs qui vont travailler sur un même sujet feront des livres différents, parce qu'ils auront le même bloc de marbre au début, mais chacun sculptera en fonction de son caractère, en fonction de ses envies, une statue différente.
Une fois que j'ai mes ingrédients pour faire mon plat, j'ai besoin d'une recette pour le réaliser. Et je suis en cela comme un cuisinier qui a besoin de recettes. J'ai écrit 13 romans en tâtonnant, en bidouillant, en essayant de progresser. Et avant d'écrire le 12e, j'ai eu de la chance, j'ai pu assister à une masterclass présentée par John Truby. John Truby, c'est un script doctor, donc il travaille à Hollywood. On était 200 dans une salle avec des scénaristes, avec des auteurs. Il est venu nous expliquer comment construire une histoire, comment construire une intrigue, comment construire des personnages, comment les personnages doivent évoluer pour que l'intrigue soit intéressante. Et pour moi, c'était une révélation. Et pour ce livre, donc c'était mon 12e, Une fille en or, pour la première fois, j'ai utilisé ce qu'il nous avait appris. Et j'ai l'impression que grâce à la recette qu'il nous a donnée, dans ce livre, il y a une tension dramatique que je n'avais jamais réussi à introduire dans les autres livres. Et je regrette qu'en France, on n'enseigne pas la technique pour écrire des livres. Il y a des recettes et j'ai perdu beaucoup de temps à tâtonner et je regrette de ne pas avoir eu la recette beaucoup plus tôt. Un livre n'est pas le résultat d'un travail individuel, c'est un travail collectif. Pour écrire un livre, il faut bien sûr un auteur, plusieurs auteurs, donc en l'occurrence moi, mais il faut aussi d'autres intervenants. Et en fait, un livre, c'est un peu comme un concert de musique classique avec plusieurs musiciens. Je suis le pianiste, par exemple, et je sais écrire. Mais pour que le livre, lorsque c'est un album, soit joli, il faut des illustrations. Comme je ne sais pas dessiner, il faut un autre intervenant qui sera l'illustrateur. Et on va dire que dans le concert, il joue du violon. Après, il faut encore un autre intervenant, un troisième musicien qui entre en jeu. On va dire qu'il joue de la trompette. C'est la maquettiste ou le maquettiste. Donc, qui prend le travail des deux premiers et qui le met en forme. Après, un livre, c'est un objet. C'est du papier, c'est du carton. Il faut un quatrième intervenant, qui est l'imprimeur, et qui va faire le livre. Et si chacun joue ce qu'il veut, à la vitesse qu'il veut, ça va donner ceci. En fait, on veut que le livre soit joli, et il faudrait donc que le concert soit joli, et pour ça, il faut un intervenant supplémentaire. Bonjour, c'est la chef d'orchestre, et c'est, dans le livre, l'éditrice. C'est l'éditrice ou l'éditeur qui a une vision, dès le départ, une vision globale de l'objet livre qu'il ou elle veut avoir, et qui va donc donner des consignes, à la fois à l'auteur, à l'illustrateur, au maquettiste, à l'imprimeur, qui va aider chacun à s'améliorer pour s'approcher le plus possible de quelque chose de cohérent, de joli, d'harmonieux. Lorsque les ingrédients sont de qualité, lorsque la recette est bonne, et lorsque l'équipe en cuisine est bonne, il n'y a pas d'erreur, le plat sera bon. Nous revoici avec la lectrice Frédérique Bruyas et le violoniste Lucien Alfonso pour entendre en musique des extraits des Pépites 2023. Autoline et le vétérinaire des monstres de Yann Appéry. Longtemps après le début de l'extraordinaire histoire que tu viens, sans le savoir, de commencer à lire, Autoline se rappellerait le jour où, à l'école, le dernier jour avant les vacances d'été, l'instituteur avait demandé aux élèves d'écrire sur une feuille leur futur métier, puis de se dessiner. Devant la feuille blanche, Autoline fut saisie d'un doute terrible. Elle eut l'impression que le papier se mettait à grandir, à s'enfoncer, qu'il devenait un immense espace vide dans lequel, si elle ne faisait pas attention, elle allait tomber sans fin. Elle battit des paupières pour échapper au néant blanc et regarda autour d'elle. Les élèves avaient tous sorti leurs feutres de couleur. La plupart avaient déjà inscrit leur métier et étaient en train de se dessiner en directeur de prison
ultra sécurisé, en spécialiste des tremblements de terre, en architecte d'intérieur, en joueuse de rugby, quand, soudain, une énorme bestiole était tombée du plafond, pile au milieu de sa feuille. Était-ce une mouche? Une araignée? Un cafard? Une blatte? Elle n'avait jamais pu le savoir. Poussant un cri, elle avait fait chuter la feuille et écrasé, sans le vouloir, la bête sous sa semelle. Le maître était accouru, moitié curieux, moitié en colère. Trouvant Otoline toute tremblante, il avait suivi la direction de son regard et ramassé le papier où l'insecte aplati formait la plus bizarre des taches. Rouge sang, noir de jet, gris perle et une bonne dose de cacadois. Il ne ressemblait à aucun animal connu sur la surface de la Terre. On aurait dit un hybride de hérisson, de méduse et de chauve-souris. On aurait dit un monstre. Il ne manquait plus que le nom du métier, avait-elle pensé. Et devant l'expression fascinée de son maître, Otoline avait su qu'il se faisait la même réflexion qu'inscrire au-dessus de l'étrange gribouillis « Monstre ». Sans panique, de Colline Aigron. Ça doit faire à peu près 4 ans maintenant. Je suis tombée du ciel comme on tombe de vélo, sans grave blessure. Mais bon, perdre ses parents à 11 ans, comme à n'importe quel âge, c'est aussi une blessure. Des formes sont apparues au-dessus de moi, des humains peut-être. Les gens qui m'ont secouru ce jour-là m'ont emmené au milieu d'un archipel, un ensemble de ruines de forteresses maritimes plantées en pleine mer. Au centre, il y a une île plus grande que les autres. C'est la seule habitée. C'est l'île de Galgante. À Galgante, on m'a nourrie et soignée. On s'est occupé de moi par les gestes et non par les mots. Il faut dire que les habitants de l'île ne sont pas très bavards, ni très démonstratifs. Galgantois, Galgantais, Galgantin. Une famille de Galgantins m'a recueilli. La mère, André. Le père, Jasmin. Et leur fille, Danaé. Je ne me sens pas spécialement bien sur cette île. Au contraire, tout le monde se comporte de façon étrange. J'ai mis du temps à accepter que, chez eux, plus qu'une patience inébranlable, leur comportement dénotait une véritable absence d'émotion. Au début, j'ai moi-même essayé de provoquer Danaé. « Je te déteste, Danaé. Tu ressembles à un esturgeon. C'est super moche, les esturgeons. » En regardant son visage tout doux, j'ai compris que c'est elle qui avait raison. Si je deviens comme Danaé, peut-être que je ne serai plus triste en pensant à papa et maman. Je ne veux plus subir le manque d'amour. Il n'en est plus question désormais. Apprends-moi à devenir comme toi. Comme moi ?
comment je suis, moi? Eh ben, tu vois, d'abord tu te fiches de tout. On dirait que tu ressens pas grand-chose. T'es jamais triste et t'as peur de rien. C'est comme si tu étais vide. Si je devais donner un nom à ton état d'âme, ce serait l'apatite. Un truc comme ça. Mais moi, je voudrais être comme toi, Romy. Comment ça? Ben toi, tu es tout à la fois. Tu cries, tu ris, tu trembles, tu débordes de toutes parts. Si j'ai l'apatite, alors tu as la débordante. Ce jour-là, nous avons conclu un pacte. Danaé devait m'enseigner l'apatite et je devais lui apprendre à déborder. Océan de Nicolas Michel. Le premier nourrisson venu au monde, avec une écaille écarlate dans le creux de la nuque, fut répertorié le 6 novembre 2052 au DCH Medical Center de Tuscaloosa, dans l'Alabama. Il s'agissait d'une petite fille de 3,2 kg et 52 cm, nommée Nell Chelsea Donovan. Elle n'aurait jamais dû naître au bord de la rivière Black Warrior. Mais alors que Faith était enceinte de 8 mois, elle avait décidé, contre l'avis de son médecin, de faire le déplacement pour l'enterrement d'un ami décédé dans un accident de la circulation. Gabriel, le futur père, avait tenté de l'en dissuader, puis s'était rangé à ses arguments. Peter, dont la moto avait percuté à 130 km/h un poteau de béton, était la bonne étoile qui, d'une certaine manière, avait décidé de leur destin 5 ans plus tôt. Passionné de surf et de plongée sous-marine, c'est lui qui les avait entraînés jusque dans sa baraque de Pensacola, en Floride, où il s'était découvert en même temps qu'il découvrait la puissance terrifiante et magique de la mer. Depuis, ils y consacraient leur vie et s'en éloignaient le plus rarement possible. Faith était devenue chercheuse en biologie marine au Sea Lab de Panama City, tandis que Gabriel passait ses brevets de moniteur de plongée sous-marine et d'apnée au sein du Grouper Diving Club. Les deux avaient coutume de dire qu'ils étaient atteints de manque de mer dès qu'ils ne pouvaient plus sentir sur leurs paupières la fraîcheur des embruns. C'est ce mal, sans doute couplé à l'émotion, qui provoqua la première contraction. Quelques heures plus tard, le professeur Mulligan prononça cette phrase qui resterait dans l'histoire. « Votre fille a une écaille rouge sur la nuque. » Des papillons dans la nuit de Olivier K. et Christophe Aline.
Dans le noir, je ferme les yeux, très fort, pour garder un peu de lumière en moi. Et j'ouvre les oreilles, très grand. Moi, je sais que dans le noir, les meubles bougent. Ils se déplacent. La commode à gauche s'en va à droite. La malle à jouets avance jusqu'à la fenêtre. La table de chevet glisse sous mon lit. Les meubles me regardent. Ils se moquent de moi. Je m'en fiche. Tant que j'ai les yeux fermés, ils ne peuvent pas me voir. Ils m'adressent des grimaces. Alors j'en fais aussi. Je me tords la bouche. Je tire la langue. J'écrase mon nez. Une vraie tête de monstre. C'est moi, le plus effrayant. Des fois, dans le noir, je sens quelque chose qui me frôle. À peine comme la caresse d'une aile. Le baiser d'un papillon de nuit. C'est une pensée. Une pensée qui vole dans le noir autour de moi. Elles font toujours ça, les pensées. Elles attendent que la lumière disparaisse et puis, quand tout est calme, elles sortent de leur cachette et elles planent au-dessus de moi. Pour les attraper, il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux dans le noir. Alors la petite pensée se pose sur mon nez. Elle regarde mes yeux ouverts. Mes yeux qui ne voient rien. Nous traverserons des orages, de Anne-Laure Bondou. Voici l'histoire que je dois te raconter, Saul. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille d'une guerre planétaire, dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard, au même endroit, à l'heure où une autre guerre menace de s'étendre et où j'hésite à accrocher un panneau à vendre sur le mur de la grange. Entre ces deux époques, tu verras vivre ici 4 générations d'une famille tourmentée par des secrets et hantée par des morts sans sépulture. Entre ces deux époques, nous traverserons des orages. Tu verras se répéter des conflits, des accidents, des abandons et des coups de couteau. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu assisteras plusieurs fois à la fin du monde et au début d'un autre. Tu verras des hommes tomber amoureux, rêver de grandes choses, partir à la guerre et en revenir sans mots et sans gloire. Car il n'y a pas de super-héros dans notre histoire, seulement des hommes blessés par la violence du monde et qui, incapables d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, se taisent et exercent la violence à leur tour, comme enfermés
dans une malédiction. Jusqu'à moi, jusqu'à toi. Pourtant, nous ne sommes jamais condamnés à perpétuité, Saul, ni à la prison, ni au silence, ni à la violence, et même après 100 ans de malheur, même si j'ai commis l'irréparable moi aussi, je ne désespère pas que nous apprenions enfin à prendre la parole plutôt que les armes. Merci infiniment pour cette magnifique lecture, Frédéric Bruyas, et merci Lucien Alfonso pour ce magnifique accompagnement musical. Le live, c'est fini pour ce soir, mais la télé du salon continue avec Pas de deux et Qui lit dort et revient demain à 17h avec le café littéraire de Willy Richer. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau live autour d'Ariol qui chante comme un rossignol. À demain!